Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire sur les motorisations. Nous sommes ici à AutoWorld et nous avons comme invité Jean-Marc Motteville, porte-parole de D'Ieteren, qui distribue toutes les marques du groupe Volkswagen en Belgique. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Comme on a bien respecté les distances sociales, on va pouvoir enlever le masque puisque nous sommes à plus de 2 mètres l'un de l'autre. Donc comme ça on pourra parler sans masque, ce sera plus facile pour tout le monde. Donc voilà. Alors avant de commencer la discussion entre nous sur les motorisations, je vous propose de faire un peu le bilan de ce qui existe comme motorisation sur le marché de l'automobile en Belgique. Alors, quelle motorisation on peut choisir? Alors, il y a 30 ans, c'était assez simple, on avait le choix entre l'essence ou le diesel. On roulait peu, on prenait de l'essence, on roulait beaucoup, on prenait du diesel. Il y avait également le LPG qui était assez marginal, qui est un gaz qui vient du pétrole, donc c'est un gaz qui vient du pétrole, avec quelques limitations, mais c'était de très bon marché, mais il fallait le rentabiliser, l'installation. Au milieu des années 90 sont arrivées les premières solutions hybrides qui sont devenues de plus en plus populaires. On arrive au XXIe siècle, l'hybride est déjà bien présent et puis arrive la voiture électrique ainsi que le CNG, le gaz naturel, du méthane. Ces solutions-là sont plutôt récentes et la toute dernière évolution, c'est la voiture à hydrogène. Pourquoi les constructeurs ont fait de plus en plus de solutions? Parce qu'ils devaient répondre à différents enjeux. Il y avait des enjeux climatiques, il y avait donc notamment des normes à respecter pour les CO2 et des polluants que les voitures ne pouvaient plus émettre ou avec beaucoup moins d'émissions qu'auparavant. Et donc il a fallu trouver des solutions technologiques. Il y a également des questions économiques puisque la fiscalité veut pousser les consommateurs vers d'autres solutions que les solutions que l'on connaissait auparavant, et notamment au niveau des taxes ainsi que des réglementations pour les entreprises. Tout ça implique aussi que les consommateurs doivent faire de nouveaux choix, tant en particulier qu'en entreprise. Et puis il y a tous les enjeux sociétaux comme les normes basse émission, les zones basse émission et les limitations de vitesse qui sont de plus en plus restrictives et qui donc imposent de nouveaux choix pour les consommateurs. Alors pour bien choisir, il faut bien comprendre. Et pour bien comprendre, il faut faire un peu le panel de tout ce qui existe au niveau des motorisations. On a toujours évidemment le 100% thermique essence ou diesel. Alors de nos jours, le diesel coûte un peu plus cher que l'essence parce que là aussi le fisc veut imposer un mouvement vers l'essence pour un petit peu diminuer l'importance du diesel. Ceci dit, un moteur diesel consomme toujours beaucoup moins sur les longs trajets. Et donc quand on fait de longs trajets, le diesel reste toujours intéressant économiquement. Par contre, en ville où la différence de consommation est moindre, le moteur essence retrouve toute sa raison d'être. Il y a toujours les solutions gazeuses, elles sont toujours là, le LPG existe toujours, même parfois en première monte. Vous avez aussi le CNG qui est une autre solution au gaz qui fonctionne aussi très bien. Ces deux types de motorisation sont toujours aidés avec un réservoir essence en réserve pour pouvoir continuer sa route si on n'a pas trouvé de station au gaz. Et justement, le CNG pose parfois des problèmes d'approvisionnement dans certaines régions, notamment au sud de la Belgique, mais aussi dans des pays voisins. Et pour le LPG, il y a encore des restrictions au niveau des parkings qui fait que c'est une solution qui n'a pas forcément eu beaucoup de succès. Une solution très à la mode en ce moment, ce sont les voitures hybrides. Alors, une voiture hybride, c'est-à-dire qu'elle a un moteur thermique, essence ou diesel, un moteur électrique et forcément une batterie. Alors, il y a 3 types d'hybridation qui peuvent être différenciés en fonction de leur batterie. Vous avez les micro-hybrides ou hybridation légère, MHEV, qui disposent d'une toute petite batterie. C'est souvent pour aider la motorisation thermique en accélération et pour pouvoir couper le moteur thermique lorsque la voiture décélère. Ça ne permet pas de faire de longues distances en mode électrique, ça permet juste de donner un petit coup de pouce et de diminuer la consommation du moteur thermique. On a l'hybride classique avec une batterie moyenne qui permet de faire quelques centaines voire quelques kilomètres en mode tout électrique, essentiellement pour les manœuvres et à basse vitesse. Et puis on a ce qu'on appelle l'hybride rechargeable ou PHEV, c'est la voiture qui, en plus de fonctionner comme une hybride classique, peut également être rebranchée sur une prise pour pouvoir recharger la batterie qui est assez imposante, qui permet de faire plusieurs dizaines de kilomètres en mode électrique, y compris sur autoroute. Donc c'est une voiture qui pourrait, par exemple, servir pour les nafteurs entre le domicile et le travail. Il y a aussi la voiture purement électrique, évidemment, que l'on connaît très bien maintenant. L'avantage de la voiture électrique, c'est qu'au niveau des émissions, quand elle roule, c'est très faible, voire inexistant. Donc c'est-à-dire que c'est une voiture qui est très bien acceptée dans les grandes villes. Il y a toutefois un souci, c'est qu'il faut pouvoir la recharger régulièrement. Donc ça nécessite de pouvoir avoir une prise au moins à domicile, ou en tout cas au travail. D'autant plus que si on utilise les réseaux de bornes publiques, les prix de consommation vont être très élevés puisque le prix qu'on vous a mis sur l'écran ici, c'est un prix moyen, celui que quand on branche à la maison, mais sur une borne publique, ça peut être triplé ou quadruplé ce montant-là et donc on arrive à des coûts kilomètres qui correspondent à la même chose que rouler avec une voiture essence ou diesel.
Il y a aussi la nouvelle solution maintenant qui est la solution hydrogène, où là, plutôt que de charger la voiture sur une prise pour recharger la batterie, on a dans la voiture une petite pile à combustible où la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène va créer un courant électrique qui va alimenter une batterie tampon qui sert à alimenter le moteur électrique, puisque les voitures à hydrogène sont des voitures avec un moteur électrique comme les voitures électriques. Alors le prix d'achat, quand on regarde un peu le prix d'achat, donc ce sont les modèles les moins chers qu'on a repris dans tout ce qui existe en Belgique, on voit que les solutions électrifiées restent toujours un peu plus chères que les solutions 100% thermiques. Et alors quand on voit l'hydrogène qui reste une solution technologique assez marginale, cela reste encore très cher. Il faut savoir que si on avait fait le même tableau il y a quelques années, la différence de prix entre les voitures hybrides et les voitures électriques et les voitures thermiques aurait été plus grande. Tout ça diminue au fur et à mesure que la technologie évolue et que la demande est de plus en plus forte. Alors justement, quand on regarde la demande du marché en Belgique, en 2010, on avait la prime à l'achat des voitures qui émettaient peu de CO2, c'est-à-dire souvent des voitures diesel, ce qui a fait que le diesel a obtenu une part de marché impressionnante de 76% en 2010. Vous voyez que l'essence représente encore 23% et il y avait un tout petit peu de voitures hybrides déjà à cette époque-là. 2015, le marché se stabilise, on a supprimé les primes au CO2, on voit qu'on retrouve à une situation un peu similaire à ce qu'on avait au début du 21e siècle, où l'essence était à 40%, le diesel à 60%, mais on voit toujours que l'hybride grignote de plus en plus de terrain. Nous sommes en 2019 maintenant. Basculement total, l'essence fait plus de 60% du marché belge, le diesel est à 30% et on voit que les voitures électriques et hybrides prennent de plus en plus de part. On arrive maintenant à plus de 6% quand on les prend ensemble. Il faut savoir que pour les premiers chiffres 2020 qui ne sont pas encore officiels, on a encore vu cette progression des hybrides et des électriques. Ceci dit, les voitures électriques restent encore avec une part de marché inférieure à 2%. Alors Jean-Marc Ponteville, en regard de ces chiffres, le diesel est-il mort ? Eh bien, Olivier, vous l'avez dit, le diesel en tout cas a connu un déclin important. Alors, rappelez-vous, on était en 2011, il y avait effectivement des primes de 15%, de 3%. Le diesel avait beaucoup de succès. On vendait à cette époque-là à 70% des polos, par exemple, avec un moteur diesel. Et puis, dès la fin des primes, cette proportion est passée à 30% seulement. Et puis après, vous l'avez cité aussi, le prix du diesel a augmenté. La différence par rapport à l'essence est devenue minime. Et surtout, les normes ont fait en sorte que les voitures ont dû s'équiper de toute une série de technologies, des technologies au niveau de la ligne d'échappement qui est devenue, sans jeu de mots, une véritable usine à gaz avec des filtres, avec des catalyseurs, avec du Denox par exemple. Et cela a fait augmenter le prix du diesel. Donc les diesels progressivement sont devenus moins intéressants, en tout cas dans les catégories des voitures d'entrée de gamme ou des citadines. Et donc, les acheteurs de diesel de l'époque sont passés maintenant à l'essence, voire à d'autres technologies, comme par exemple l'hybride ou l'électrique. Alors, les alternatives, effectivement, sont nombreuses actuellement. Et pour des voitures qui font des courts trajets ou qui font des trajets en ville, par exemple, le diesel n'est certainement plus à conseiller. Tout simplement parce que la technologie diesel a besoin de pouvoir monter en température pour fonctionner de manière correcte, notamment en ce qui concerne toute la ligne d'échappement, qui doit donc arriver à une température minimum pour pouvoir émettre le moins de gaz nocifs possible. Et donc cela n'est pas possible en ville. Donc le diesel, c'est véritablement pour les grands rouleurs, ce sont ceux qui vont utiliser leur voiture de manière intensive, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui sont pratiquement toute la journée au volant de leur voiture ou qui font effectivement de très longs trajets. Mais le diesel n'est certainement pas mort, il continue sa vie, mais c'est plus, on va dire, pour des professionnels ou des usages intensifs. Et si on ne veut pas rouler au diesel, on peut prendre de l'hybride. Alors, est-ce qu'on prend une hybride classique, une hybride rechargeable ou simplement la micro-hybridation? Quelle est la bonne solution? Si je fais un mix, je fais 50% en ville, 50% d'autoroute, est-ce que j'ai encore intérêt à prendre du diesel ou je passe à l'hybride tout de suite ou à l'électrique? Une alternative, bien sûr, ce sont les hybrides. Alors les hybrides, il y a plusieurs catégories d'hybrides si on veut. Il y a les hybrides avec des petites batteries où la batterie permet de donner un petit coup de boost au moteur, d'assister le moteur lors de l'accélération par exemple. Elle se recharge lors des freinages ou lors des décélérations et le tout fait que la consommation diminue un petit peu, le tout pour un budget qui reste relativement limité. D'autres hybrides possèdent des batteries plus grosses, elles sont en général rechargeables et tout l'intérêt est bien sûr de pouvoir les recharger. Ce genre d'hybride est fait pour circuler entre deux bornes ou dans la situation de quelqu'un qui se trouve par exemple à 20 ou 30 km de son lieu de travail et qui peut maximiser les trajets en mode purement électrique et n'utiliser l'essence que pour des escapades un peu plus longues. De cette manière,
on optimise réellement l'utilisation d'un modèle hybride avec des grosses batteries. Et donc l'hybride, ce sera plutôt intéressant pour les personnes qui font des trajets réguliers, quotidiens, relativement courts, mais qui peuvent compter sur leur moteur thermique pour pouvoir faire des plus longs trajets exceptionnels. C'est plutôt ça l'idée de l'hybridation telle que vous la présentez ici. Voilà, l'hybridation avec une batterie, on en trouve maintenant qui permettent de faire 20, 30, voire même jusqu'à 60 km. L'idéal, bien entendu, c'est lorsque vous vous trouvez à une distance de 20, 30 ou 60 km de votre lieu de travail, ce qui vous permet de maximiser les opportunités de rouler en mode full électrique, à condition bien entendu de recharger la voiture. Et donc vous pouvez utiliser par exemple le mode électrique pendant toute la semaine, mais vous disposez aussi d'un moteur thermique pour des escapades un petit peu plus grandes le week-end par exemple. Et si nous sommes citadins, j'habite la ville, je fais des trajets plutôt intra-urbains ou en périphérie mais jamais très très loin, est-ce que la voiture électrique est une bonne solution dans ces cas-là? Alors, le moteur électrique fonctionne de manière idéale dans une ville. Pourquoi? Parce qu'on est en circulation, comme on l'appelle start-stop, c'est-à-dire qu'on s'arrête souvent, on redémarre, il y a des accélérations, il y a des freinages, et cela convient particulièrement bien au moteur électrique. Donc si vous faites des trajets courts en ville et que vous avez le choix d'avoir une borne accessible, soit chez vous, soit à votre bureau, soit une borne publique qui est réellement facilement accessible, alors l'électrique est certainement la meilleure solution. Alors, on retrouve actuellement des voitures électriques qui ont des batteries qui permettent une autonomie de 200, 300 et même 500 km. Donc les longs trajets sont parfaitement envisageables avec une voiture électrique aussi. Les très longs trajets, par contre, devront être davantage planifiés, c'est-à-dire qu'il va falloir s'assurer qu'il y ait des bornes disponibles le long du trajet et qu'on puisse recharger la voiture pour arriver à destination. C'est à ce moment-là une charge rapide, on appelle ça aussi une borne rapide qui permet de récupérer à peu près 80% de l'autonomie dans une période de seulement une trentaine de minutes. Si on veut acheter une voiture électrique, il y a quand même des petites contraintes et notamment il faut pouvoir la charger à domicile. Est-ce qu'il existe des systèmes qui permettent de charger sa voiture à domicile de manière efficace? Alors effectivement, avant de penser à l'achat d'une voiture électrique, on ne peut que trop conseiller de penser d'abord à la manière dont on va la recharger. Idéalement, ce serait d'avoir une borne à la maison. Mais pour avoir une borne à la maison, il faut peut-être d'abord faire vérifier l'installation électrique, la faire certifier, installer une borne parce qu'on va faire un usage intensif de cette borne et à ce moment-là, vous n'avez vraiment plus aucun problème. Les études montrent que ceux qui ont une voiture électrique maintenant la rechargent pendant seulement 2 heures à la maison puisqu'on rentre rarement avec une batterie complètement vide. Donc c'est tout à fait possible. Si une borne n'est pas installable à la maison, alors il faut pouvoir compter soit sur une borne sur son lieu de travail par exemple, soit sur le réseau de bornes publiques. Ce réseau doit encore énormément évoluer chez nous, c'est vrai, pour être d'abord plus accessible, plus disponible, éventuellement même moins cher, mais l'idéal reste quand même, lorsqu'on pense à une voiture électrique, de penser vraiment à avoir une borne à la maison ou au moins un point de recharge accessible facilement. Et si j'ai des panneaux solaires, c'est encore mieux je suppose, parce que là je bénéficie d'une électricité gratuite quasiment. C'est ça le grand avantage de la voiture électrique, c'est finalement de pouvoir produire son énergie, l'énergie qui vient par exemple des panneaux solaires qui vont à son tour pouvoir alimenter la voiture. Et là, on est dans un cas de figure qui est particulièrement intéressant au niveau de l'environnement puisque on puise de l'énergie solaire qu'on utilise également pour la mobilité. Donc en termes de CO2, évidemment, c'est la situation idéale. Mais effectivement, d'abord, pensez à la borne. Il y a quand même une crainte avec la voiture électrique, c'est que si je pars en vacances avec cette voiture, tous les 200 km, toutes les 2 heures, je dois recharger, ça peut prendre 1 heure, je ne suis pas sûr d'avoir la borne disponible puisqu'il y a peut-être quelqu'un d'autre sur la place. Est-ce qu'il y a des solutions pour aider les conducteurs lors de leur déplacement sur de longues distances pour qu'ils puissent trouver une borne libre pendant qu'ils sont sur l'autoroute, que la voiture leur dit attention, on peut trouver une borne libre ici dans 3 km, c'est l'occasion de faire une pause. Est-ce que ça existe ? Oui, alors le fournisseur de bornes vous donnera aussi une application sur votre téléphone qui vous permet de voir à quel moment quelles bornes sont disponibles et de cette manière de pouvoir planifier le trajet. Parce qu'effectivement, pour des très longues distances, donc des distances de plus de 400 ou 500 km, il va falloir s'arrêter,
pour recharger la voiture. On s'arrêtera dans ce cas-là sur une borne de recharge rapide qui permet de récupérer à peu près 80% de la batterie en une demi-heure. Mais effectivement, il faut pouvoir le prévoir. Mais c'est possible parce qu'on voit beaucoup de voitures électriques sur les autoroutes et parfois très loin de là où elles dorment d'habitude. Voilà, on voit avec les immatriculations que la personne a déjà bien roulé. En parlant justement de pays étrangers, il y a quand même le cas de la Norvège où on sait que la voiture électrique a quand même une part importante du marché. Est-ce que ce qui existe en Norvège peut se transposer en Belgique sans problème? C'est-à-dire des parkings avec plein de prises à chaque place? C'est l'objectif en tout cas de développer une véritable infrastructure électrique de manière à ce que la voiture électrique soit finalement aussi facile à recharger qu'un smartphone. Et ça, ce sera le cas lorsqu'on aura des bornes à la maison, lorsqu'il y aura des bornes publiques. Mais en revenant un peu sur ce problème de l'autonomie, il faut se rendre compte qu'en Belgique, on roule en moyenne 30 km par jour et que la voiture reste plus de 90% du temps à l'arrêt, ce qui en principe est tout à fait faisable au niveau de distance avec les batteries actuelles et ce qui nous laisse aussi largement le temps de pouvoir les recharger. Donc c'est une question de temps, mais c'est clairement une technologie qui va se développer, c'est une technologie d'avenir et c'est en tout cas la seule qui va nous permettre de passer le cap des normes de plus en plus sévères qu'on va avoir d'ici à 2050, date à laquelle on devra être complètement neutre. Alors si je roule beaucoup, je fais 150 km par jour, j'ai toujours le diesel qui est une bonne solution, mais je ne veux pas de diesel. Qu'est-ce que je fais? Je prends de l'essence, je prends du CNG, je prends autre chose? Alors si vous faites 150 km par jour, Olivier, il y a de fortes chances que votre moyenne annuelle approche des 30 000 km. Alors pour un tel kilométrage, il n'y a pas beaucoup de doute, le diesel sera certainement votre meilleur allié. Ceci dit, si ces 150 km par jour se font comme certaines sociétés de livraison dans un petit périmètre en ville, alors l'électrique redevient certainement la meilleure solution. Pour le reste, il faudra véritablement voir en fonction de votre profil, la manière dont vous utilisez votre voiture, puisque à ce moment-là, l'essence reste naturellement aussi une option, c'est le plus polyvalent, mais l'hybride aussi est intéressant dans la mesure où vous partagez des trajets locaux en ville et des escapades sur l'autoroute. Et le CNG, c'est une solution plutôt pour les entreprises, pour les raisons fiscales, ou c'est une solution qu'un particulier peut choisir aussi? Le CNG est très intéressant dans la mesure où la combustion du gaz naturel est très propre. Donc les particules sont pratiquement inexistantes, les émissions sont limitées au maximum et ça vous permet pour un budget relativement limité d'avoir un réel impact positif sur l'environnement, mais aussi un impact positif sur votre portefeuille puisque le gaz n'est effectivement pas très cher. Je comparerais les voitures au CNG à l'hybridation légère. Dans ce cas-là également, pour un budget relativement limité, on arrive effectivement à épargner un peu son portefeuille et l'environnement. Alors je décide d'acheter une hybride rechargeable ou une voiture électrique avec une batterie de 2020-2021. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que dans 5 ans, tout cela soit déjà obsolète et que la technologie avance tellement que je vais être pénalisé par rapport aux nouvelles voitures électriques qui pourront arriver dans 5 ans? Alors il faudra distinguer sans doute deux aspects. Il y a un premier aspect qui est plutôt un aspect légal ou administratif avec les normes qui nous permettent ou non de rentrer dans certaines villes. Et là la question se pose en tout cas pour la voiture hybride, puisqu'une voiture hybride a un moteur électrique bien sûr, mais aussi un moteur à essence. Et en fonction des normes basées sur ce moteur à essence, il faudra se voir dans quelle ville et à quel moment on peut encore ou non circuler. En ce qui concerne l'électrique, l'électrique c'est clairement la technologie de l'avenir. Donc c'est une technologie qui actuellement a peu de limitations. C'est une technologie qui vous permettra de rouler extrêmement longtemps, ceci en tout cas du point de vue technique. Un autre aspect beaucoup plus intéressant, c'est que les voitures électriques actuelles, en tout cas, et certaines voitures hybrides, peuvent bénéficier de plus en plus de mises à jour. Ce sont des mises à jour qu'on peut faire soit en atelier, soit même over the air, c'est-à-dire une mise à jour qui se fait comme pour votre téléphone ou votre ordinateur par exemple, simplement par du Wi-Fi. Et ces mises à jour vous garantissent que la voiture que vous achetez aujourd'hui reste à jour demain, dans 5 ans, dans 10 ans, puisqu'elle va chaque fois bénéficier de toutes les avancées, de toutes les innovations qu'on fait pour les voitures qui seront présentées dans le futur. Est-ce que ça fonctionnerait aussi si j'achète une voiture essence ou diesel maintenant? Est-ce qu'on peut me dire que dans 10 ans, cette voiture-là, d'un point de vue technique mais aussi administratif, sera encore acceptée, sera encore utilisable au quotidien, ou c'est plus la politique qui va peut-être faire qu'il faudra changer dans 10 ans? Alors là aussi Olivier, vous pointez deux aspects importants. Il y a d'un point de vue le côté administratif, on va dire, où là on constate que chaque pays prend des dispositions nationales. Parfois les dispositions sont différentes d'une ville à l'autre, donc on ne peut que trop
vous conseiller de vous renseigner sur les sites internet qui donnent ce genre d'informations pour savoir jusque quand et où on peut rouler en fonction de la norme du moteur thermique. Ça, c'est un côté administratif. D'un point de vue technique, les voitures que nous fabriquons aujourd'hui sont des voitures qui sont évidemment prévues pour rouler bien plus que 5 ou 10 ans, puisque la voiture en Belgique sort en moyenne de parc seulement après 20 ans. Donc techniquement, il y a relativement peu de problèmes. Administrativement, effectivement, avec l'évolution des réglementations, il faudra se renseigner. Alors on parle aussi de solutions qui pourraient permettre de faire augmenter la durée de vie, en tout cas de permettre aux moteurs thermiques de continuer leur existence sur nos routes. On parle des biocarburants et par exemple des carburants synthétiques comme le diesel synthétique. Est-ce que c'est quelque chose que les constructeurs, dans lequel les constructeurs investissent? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel on peut espérer à trouver des solutions dans 5 ou 10 ans? Ou bien la politique va dire non et ce sera peine perdue? Est-ce que le carburant synthétique pourrait nous aider à réduire les émissions des voitures à moteur thermique et proposer encore cette alternative dans quelques années? Alors, ce sera très difficile de prévoir ce qui va être décidé au niveau des différentes autorités. Par contre, techniquement, les biocarburants, voire les carburants synthétiques, sont des carburants extrêmement intéressants, mais à considérer dans un mix global de carburants. Parce qu'à eux seuls, ils ne permettront pas de faire rouler l'ensemble des voitures de la planète, vu qu'on va tout simplement à un moment donné manquer de surface cultivable. Les biocarburants sont faits soit à partir de plantes, soit seulement à partir de déchets de plantes, comme c'est le cas pour les plus modernes, mais on est incapable d'en produire de manière suffisante que pour pouvoir faire rouler tout le monde. Donc, les biocarburants sont actuellement intéressants dans le sens où ils sont mélangés à des carburants existants comme l'essence ou le diesel, ou alors ils sont consommés de manière locale, c'est le cas au Brésil par exemple, ce qui évite des frais ou des institutions de transport et ça permet à ce moment-là de pouvoir consommer le carburant directement là où il est produit. Dans ces deux cas, les biocarburants et les carburants synthétiques sont effectivement un réel atout. Alors une autre solution dont on parle beaucoup, c'est l'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène pourrait permettre d'avoir des voitures électriques qui se chargent, enfin on pourra faire le plein de ces voitures-là en 5 minutes et faire 600, 700, 800 km comme on le fait maintenant avec le diesel. Simplement au lieu de devoir brancher la voiture sur une prise, on mettra simplement de l'hydrogène dans un réservoir. Est-ce que l'hydrogène est une solution qui est envisagée, envisageable, ou alors il y a encore des problèmes et finalement ce sera la batterie qui va gagner à ce jeu-là? Alors l'hydrogène est aussi une solution qui est extrêmement intéressante et comme vous l'avez dit Olivier, l'intérêt de l'hydrogène maintenant c'est de pouvoir charger en seulement quelques minutes une très grande quantité d'énergie dans la voiture et ainsi d'avoir une autonomie très large. Ceci dit, le problème de l'hydrogène, c'est qu'il n'existe pas à l'état naturel, il faut le fabriquer. Et pour fabriquer de l'hydrogène, la plupart du temps... il existe à l'état naturel, mais il n'est pas seul, il est toujours associé avec d'autres atomes. Il est associé effectivement avec d'autres atomes, donc il faut le séparer grâce à l'hydrolyse de l'eau, par exemple. Et là, cela requiert aussi énormément d'énergie. Alors si cette énergie est elle-même une énergie fossile, on n'aura pas gagné grand-chose. Le second problème, c'est que l'hydrogène est difficilement stockable, la distribution est pour le moment extrêmement limitée, et ce qui fait que l'utilisation de l'hydrogène dans une voiture reste aussi assez chère. On a parlé de la pile à combustible, qui est actuellement une technologie qui est plus chère que la batterie. Alors, on peut penser que de leur côté, les batteries vont aussi évoluer. On parle d'une génération maintenant de batteries qui, grosso modo, permet de faire 300-400 km dans les voitures. Mais la nouvelle technologie de batterie qui est en préparation, qu'on appelle les batteries à électrolyte solide, vont pouvoir doubler ou tripler la capacité énergétique, la densité énergétique qu'il y a dans une batterie. Ça veut dire qu'on va pouvoir dépasser les 1000 km, mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir recharger les voitures beaucoup plus rapidement que c'est le cas actuellement. Donc l'hydrogène ou la batterie, ce sera un match à suivre à l'avenir. Nous pensons quand même que la batterie aura un avantage parce que d'un point de vue industriel, d'un point de vue budget, d'un point de vue distribution d'énergie et d'un point de vue simplement technique, la batterie semble pour le moment avoir l'avantage. Alors il y a quand même une question qui pourrait revenir là-dessus, c'est comment on les recycle. Parce qu'on sait que la voiture classique, thermique, on connaît, elle a un niveau de recyclage très élevé parce que les constructeurs sont obligés de mettre en place le système de recyclage. Et puis on arrive avec cette batterie, on se dit ouais la batterie c'est compliqué à recycler et tout. Est-ce qu'il y a déjà des solutions ou est-ce que ça doit encore être mis en place, le recyclage des batteries? Alors, le recyclage de la batterie fait l'objet effectivement d'intenses recherches aussi, même si pour le moment il n'y a pas encore énormément de batteries sur le marché, puisque c'est un marché qui commence seulement, le marché des voitures électriques. Mais il est tout à fait clair
que, par exemple, dans le groupe Volkswagen, ça doit être une compétence majeure. Et ceci pour deux raisons, c'est-à-dire qu'on veut d'abord garder cette compétence en Europe et en faire véritablement une compétence centrale pour l'avenir de la mobilité. La deuxième raison, c'est que le coût des batteries est tellement élevé qu'on va évidemment rien jeter par après, on va les réutiliser. Alors comment est-ce qu'on réutilise une batterie? Elles ont en fait une double vie. La première, elles sont simplement extraites des voitures et elles peuvent servir comme batterie domestique, c'est-à-dire une batterie qu'on va pouvoir mettre à la maison pour pouvoir pomper l'énergie par exemple des panneaux solaires et la restituer lorsqu'il y a moins de soleil. La deuxième étape consiste à les démanteler complètement et à en refaire des nouvelles batteries comme on fait effectivement maintenant avec à peu près tout ce qu'il y a dans une voiture, puisque le recyclage d'une voiture est véritablement benchmark, c'est un exemple de ce qui peut se faire dans l'industrie. Mais donc les batteries auront essentiellement une seconde vie, ce qui est intéressant parce que ça permet donc de limiter les émissions. Ces émissions sont également limitées lorsqu'on roule avec une voiture électrique puisqu'il n'y en a pratiquement pas. Mais les émissions sont complètement neutralisées maintenant aussi lors de la production de la voiture, puisque les usines qui fabriquent les voitures, comme l'ID3 par exemple, sont complètement neutres en CO2 également, donc de belles perspectives pour l'avenir. Alors, on va revenir au présent, 2021. Finalement, qu'est-ce qu'on doit choisir comme voiture? Quels sont les conseils qu'on pourrait donner aux consommateurs belges pour se dire quelle motorisation dois-je mettre dans ma nouvelle voiture? La motorisation électrique est clairement la motorisation de l'avenir. C'est celle grâce à laquelle on passera le cap de 2050. C'est celle qui respectera le mieux toutes les normes qui sont imposées à l'automobile. L'essence actuellement reste peut-être encore la motivation la plus polyvalente. Le diesel, certainement, si vous roulez beaucoup, c'est-à-dire plus de 20 ou 30 000 km par an, ou si vous avez un usage intensif de votre voiture. Le CNG, donc gaz naturel, et les hybrides légères sont à conseiller pour ceux qui font peut-être pas trop de kilomètres mais qui souhaitent pour un budget relativement limité épargner un peu leur portefeuille et avoir un impact positif sur l'environnement. Enfin, les hybrides avec les grandes batteries, donc les hybrides qui sont rechargeables, sont idéales si vous disposez bien sûr d'une borne à la maison ou au bureau par exemple, et si fiscalement vous souhaitez de bénéficier d'un avantage. Mais je crois qu'on peut dire progressivement qu'on va basculer vers la motorisation électrique. C'est la motorisation véritablement de l'avenir. Merci Jean-Marc pour toutes ces informations. Merci Olivier. Alors vous pouvez retrouver d'autres informations et d'autres webinaires, notamment sur le financement, les assurances et la fiscalité sur nos sites, ainsi que l'actualité automobile et plein de conseils sur les sites du Moniteur Automobile. Merci, au revoir.